Bonjour Elsa, bienvenue dans cet épisode de Run Your Life, épisode 8. Comment tu vas? Ça va très bien Myriam, coucou tout le monde. On est super content de vous retrouver puisque c'est la première fois que nous avons tellement de choses à dire que le sujet est séparé en 2 parties et le suspense repose sur est-ce qu'on va réussir à faire ça sans faire une troisième partie? Parce qu'on a plein de choses à dire et aujourd'hui, on a prévu de cibler notre épisode donc qui parlait du vieillissement. On a commencé il y a 15 jours et aujourd'hui vraiment de vous parler d'un des mécanismes du vieillissement qui est le déclin hormonal. Et là, je me régale parce que c'est complètement mon sujet. On vous a préparé plein de points de développement de ce sujet entre mon expertise et celle de Myriam. Et la première chose que j'avais envie de dire, c'est que oui, le déclin hormonal, c'est un mécanisme du vieillissement, donc c'est normal. Mmh. Mais c'est pas non plus une fatalité et on peut pas toujours se cacher derrière le déclin hormonal pour expliquer, minimiser, invisibiliser tous les symptômes et les trucs de souffrance qui arrivent en vieillissant et particulièrement autour de la ménopause, mais on en reparlera pour les femmes. Donc l'idée de ce podcast aujourd'hui, ce sera de démystifier ce truc et d'arrêter de dire je suis trop vieille pour quoi? Ce qu'on veut, je suis trop vieille pour faire Ou du quoi? crossfit par exemple, Myriam. Ouais, c'est toujours un truc qu'on veut démonter. Ça m'a toujours énervé cette phrase quand on aborde un sujet du vieillissement en disant à une grand-mère, ah viens on fait ça et on entend, ah non je peux pas, j'ai plus l'âge de. Mais en fait on a l'âge de. En fait c'est juste, on dit c'est psychologique, mais aussi c'est qu'est-ce que on a traîné pendant toutes ces années comme bagage qui fait que on a l'âge d'avoir 80 ans ou 90 ans et on voit d'autres personnes qui à 90 ans arrivent à performer. Pourquoi en fait ça nous arriverait pas à nous en fait? Pourquoi c'est un destin fataliste de dire qu'on vieillit, donc on doit être assis sur une chaise et être grabataire et attendre que le temps passe quoi. Moi Mmh. j'ai pas envie de vieillir comme ça et le but c'est de pouvoir, à travers les conseils qu'on peut avoir, d'avoir des vraies pistes pour bien vieillir, pour aussi se dire qu'il y a un changement qui s'opère au niveau hormonal. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le meilleur des mondes pour pouvoir contrer ça ou l'accompagner et de pouvoir bien vieillir et de se dire qu'à 70 ans, on sera tout autant performant que des personnes qu'on pourrait voir qui ont l'air d'être des surhumains aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est eux qui ont vraiment le bon, on va dire, la bonne baseline, en fait, Les quand ils bons sont. cu ouais, la bonne compréhension. En fait, c'est ça, c'est que si tu comprends ce qui se passe, alors tu peux l'aménager, le faire à ta sauce pour venir pousser les curseurs qui sont légitimes. Voilà, encore une fois, on va parler de différentes hormones parce que quand on dit le déclin hormonal, je pense que la plupart des gens voient le déclin des hormones sexuelles, hein, particulièrement la ménopause. On va en parler certainement assez longuement parce que c'est quand même un mécanisme qui est un peu complexe. Mais il y a d'autres hormones qui sont impliquées, donc on va essayer de faire un peu le tour. Donc oui, il y a un peu globalement toute notre imprégnation hormonale qui baisse avec l'âge, et c'est pas que à 50, 60 ans, ça commence à baisser, en gros, dès la fin de la puberté, on fait que baisser. Donc quand on a 30, 35, 40, 45 ans, il y a déjà des choses qui fonctionnent moins bien sur le plan hormonal. Par contre, c'est bien de les comprendre, de les identifier, de savoir repérer des choses pour savoir ce qu'on peut mettre en place pour le moduler. Et donc, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas à un moment donné un virage ou soudain, parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. Les gens se rendent pas compte qu'ils sont déjà en déclin hormonal à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et puis soudain, je sais pas, à 43, 45, comme s'il y avait un moment, un instant T, où ils regardent en arrière et disent ça y est, c'est fini, c'est derrière moi. Je peux plus me reproduire. Ça, c'est une réalité parfois, quand même, qui peut être assez brutale. Je peux plus me mettre au sport, je peux plus retrouver mon poids de forme que j'ai pourtant eu jusqu'à l'âge de je sais pas quoi. C'est vrai que ça c'est plus difficile parce qu'il y a des mécanismes impliqués, mais nous, on va vous expliquer quoi comme mécanisme pour réussir à rattraper ces trucs-là. Donc on va parler de différentes hormones, mais je voudrais quand même poser dès le départ une réalité. Voilà, on va le dire, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais la transition, c'est vrai qu'elle est plus difficile pour les femmes parce qu'on a vraiment ce carrefour qu'est la ménopause qui commence bien avant avec la périménopause, donc ça, on va tout expliquer. Mais c'est sûr que c'est quand même une réalité qui est un peu plus brutale pour les femmes et qui nécessite d'être mieux accompagnée. Mais je vous Ne propose qu'on néglige pas parle les de hommes. ces messieurs tout de suite au début, comme ça, voilà, on se débarrasse du sujet, ce sera fait. Il y a aussi un déclin hormonal des hormones sexuelles chez les hommes, Les qui est pauvres. plus linéaire, les pauvres, ouais.
coucou les hommes, vous nous écoutez, j'espère, toutes les semaines, tous Non, les bah, 15. en vrai, c'est quand même un bon sujet parce que moi, j'ai énormément d'hommes qui me suivent, par exemple. Et en fait, je vois énormément d'hommes qui, déjà à un jeune âge, et on va Mmh. parler de ça, qui déjà ont une testo basse. Et en plus, moi, j'ai des hommes qui me contactent qui sont souvent en surentraînement et qui ont une testo d'hommes de 70 ans souvent. Donc, je Bah, pense que c'est c'est ça. important d'aborder. En Et fait, c'est de... ça, c'est que on rigole, mais non, c'est un vrai sujet parce que justement, c'est sous-estimé. Parce Oui, que dans la tête des gens, comme les hommes ne vivent pas la ménopause, bon, c'est pas un sujet. Mais si, c'est juste que c'est plus linéaire. Donc leur imprégnation hormonale, et là on parle vraiment des hormones sexuelles, donc particulièrement la testostérone, même si on rappelle que les femmes aussi ont de la testostérone, mais c'est pas les mêmes proportions. L'imprégnation en testostérone des hommes, elle est un petit peu plus linéaire. C'est vrai que c'est un peu plus facile à comprendre, c'est peut-être un peu moins mystérieux, donc on y accorde moins d'importance comme ça dans les sujets de conversation. Mais la descente, elle est assez linéaire, elle est progressive, elle est physiologique dès un jeune âge. Hein. Le maximum de testo, c'est entre 20 et 30 ans dans la physiologie. Maintenant, la réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'hommes jeunes qui devraient être vraiment dans les taux les plus élevés de la physiologie, qui n'y sont pas, déjà dans des plus jeunes âges. On va expliquer pourquoi. Ce qui veut dire que si, en gros, ta courbe, elle commence pas haute déjà à 25 ans, quand ça va faire que dégringoler, à 40, 50, 60, 70 ans, où est-ce que tu vas en être avec ta testo? Donc on rappelle que la testostérone, c'est quand même une hormone pour la reproduction, peut-être que ça intéresse certaines personnes, anabolique pour le muscle, pour la performance sportive, pour le métabolisme. C'est une hormone qui va aider aussi au niveau du cerveau, hein. Donc qui va favoriser d'avoir une bonne libido, d'avoir de la confiance en soi pour les hommes, la capacité à prendre des décisions, à trancher, à être directif. Donc c'est important en fait, une bonne imprégnation hormonale aussi au niveau cérébral, dans ton relationnel, dans ton travail, dans ta performance en entreprise et tout ça. Donc même si vous écoutez que vous ne vous sentez pas particulièrement concerné par la performance sportive, votre imprégnation hormonale, croyez-moi, ça vous intéresse. Parce que quel que soit votre point d'attention dans votre vie, c'est important. Donc c'est toi, tu disais que tu repères des testostérones basses déjà chez des jeunes, parce que toi, tu as une clientèle de gens assez sportifs, donc il y a des mécanismes particuliers que tu vas développer. Oui, et déjà, en fait, de manière générale, on l'a pas forcément dit, mais à partir de 30-35 ans, il y a une baisse d'environ 1 à 2 de testostérone qui, du coup, a lieu dégressivement dans le temps. Ce qui montre que, en général, un homme à 70 ans a une testo environ 30 sous son pic de jeunesse. Mmh. Mais en fait, encore là, on comprend que ça va. Comparé à, par exemple, à une femme, on va dire, qui, à un moment donné, n'a plus du tout, à un moment donné, de fonctionnement hormonal et d'hormones produites. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 choses, et beaucoup de contradictions dans ce qu'on entend. Il faut se dire que quand on parle de testostérone, il y a une testostérone totale et ça, je vois parce que beaucoup de personnes viennent avec des bilans biologiques avec, la testostérone et en fait, on voit pas forcément, on dit: «Oh bah, ça va, ça a l'air dans les normes». Non, il y a une Mmh. testostérone totale, une testostérone libre et en fait, ça veut dire qu'il y a une partie aussi qui peut être occupée par un transporteur qui s'appelle la SHBG, qui transporte du coup les hormones sexuelles, dont la testostérone et les oestrogènes pour les femmes. Et cette testo déjà, elle baisse dans le temps, mais il faut se dire que ce transporteur, cette SHBG, elle augmente dans le temps. Et donc, plus on a de transporteurs, plus on occupe notre testostérone et moins elle est disponible pour fonctionner, on va dire ça. Et moi, ce que je vois, donc déjà, on a ce déclin et cette balance qui devient, entre guillemets, on a la testo qui baisse, mais il faut aussi se dire que la SHBG monte dans le temps, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de testostérone anabolisante pour tous les effets que tu as cités tout à l'heure et du coup qui accélère le vieillissement chez un homme, d'autant plus qu'il y a des mécanismes déjà chez les jeunes qui augmentent cette production de base et donc qui augmente ce défaut de production de base avec un impact cerveau-gonade et qui fait qu'on descend drastiquement la production de testostérone par l'ordre du cerveau. Moi, je le vois chez les hommes qui ne mangent pas assez. Et en fait, on a l'impression qu'on parle qu'aux femmes, mais les hommes ont énormément de problématiques visuelles, en plus avec les réseaux sociaux. Du coup, ont peur de pendre du ventre. Ils ont un peu peur d'être, tu sais, c'est des... Comment on appelle ça, les dad bud là, ou je sais plus comment, des petits, les vieux avec un gros ventre. Et donc, en fait, ils commencent à avoir peur de ça.
parce que, bah, forcément, ça commence à leur pendre au nez et en fait, ils font une fixette et du coup, ils sous-mangent. Mais en plus, ils s'entraînent et le fait qu'ils se surentraînent et qu'ils ne mangent pas assez, moi, je le vois dans plein de sports, les sports d'endurance, les sports d'intensité en endurance, par exemple, l'aérox, ou le trail et ben, ces personnes sous-mangent et cumulent énormément d'entraînement et donc elles ont en plus une SHBG qui augmente. Donc au lieu de l'avoir augmentée à 50-70 ans, eux, ils sont déjà augmentés à, moi je le vois, hein, chez les hommes de 35 ans, une SHBG qui est énorme. Alors, c'est pas un mécanisme qui est irréversible, mais c'est un mécanisme qui fait que on peut, il faut comprendre quand on a ces indicateurs dans la biologie, donc il faut les mettre dans sa biologie aussi, il faut les interpréter, qu'il y a un problème qui n'est pas à substituer par un traitement, mais qui est de l'ordre de il faut que je mange plus et il faut que je me calme à l'entraînement, quoi. Donc déjà, c'est le premier axe. C'est un mécanisme assez complexe que tu expliques pour des gens qui sont pas formés à l'hormono, mais c'est vrai qu'en fait, c'est fondamentalement ce qu'il faut comprendre. Comment nous on a été formés à l'hormono, c'est de cette notion d'imprégnation hormonale. C'est un mot vraiment qui est important parce que l'imprégnation hormonale, c'est comment ton corps il exprime en fait la quantité d'informations qui passent par l'hormone. Et ça ne se limite pas à la quantité d'hormones dans l'absolu. C'est-à-dire que oui, si on va mesurer le taux de testo, on peut vous mettre dans une case où ah, c'est à peu près bien. Mais c'est bien pour qui? Pour un homme, pour une femme? À quel âge? Pour quel poids? Quelle masse musculaire? Quels objectifs? Déjà ça, dans l'absolu. Et après, oui, si on parle de la testo ici pour les hommes, la testostérone est produite par des cellules périphériques au niveau des testicules, mais sous la commande, sous l'influence du cerveau. Donc déjà, si l'hypophyse au niveau du cerveau dysfonctionne ou décide qu'il faut diminuer la quantité de testo, bah, le problème vient peut-être pas du testicule, peut-être que la glande productrice, elle va très bien, elle irait très bien si le cerveau lui donnait la bonne info. Ça, c'est en amont, on va dire. Et en aval, on a, oui, des mécanismes de régulation via la SHBG, le transporteur, qui va séquestrer une partie de l'hormone. Donc, on peut fabriquer un bon taux d'hormone et qui se fonctionnalise pas parce qu'il est séquestré dans une protéine de transport. Et ça, bah, bon, pour le grand public, c'est complètement du chinois, mais il faut savoir qu'en médecine normale, c'est pas trop exploré non plus. Parce que là, on n'est pas en train de parler de mécanismes de pathologie. C'est normal que votre médecin s'occupe pas de ça. Il s'occupe de vous faire des diagnostics. Là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment de fonctionnalité, de performance. Et aujourd'hui, on veut parler du vieillissement. Donc oui, on va le dire sous forme de performance, dans le sens, y a des mécanismes qui sont normaux, naturels, mais qui impactent notre qualité de vie. Donc comment on fait pour les hacker le plus possible dans la mesure de choses qui restent naturelles, puisque bah, évidemment, on va pas parler de substitution, de prendre des hormones. C'est absolument pas ça la question. Il y a plein de petites nuances en amont et en aval qui sont utiles pour améliorer justement l'imprégnation hormonale, donc le fait qu'on reçoive l'information diffusée par une hormone. Chez les hommes, toi, tu as vraiment cette observation du sportif, et je trouve que c'est hyper intéressant de remettre aussi, comme tu le fais, à la conscience que bah, les hommes sont aussi influencés par l'image et ils peuvent être dans des fonctions un peu de privation de nourriture, de surentraînement, de système RED-S dont on parle beaucoup chez les femmes, à Ouais. juste titre, mais ça existe aussi chez les hommes. Moi qui suis dans une pratique un peu différente où j'ai pas forcément des sportifs, en tout cas pas des surentraînés, on observe de toute façon globalement une testostérone plus basse dans la population masculine, même chez des jeunes, même chez des ados. On en parlait, la médecin que j'ai écouté parler des hormones il y a 3 semaines en parlait aussi aux États-Unis. C'est quelque chose qu'ils ont observé à grande échelle. Moi, je le mets aussi en relation, au-delà du surentraînement et des adaptations d'imprégnation liées à l'entraînement et au défaut de nourriture. Dans d'autres populations, plutôt aux changements liés à l'alimentation occidentale, donc produits ultra transformés, pollution, produits non bio, produits sucrés, index glycémique élevé, etc. On voit un peu ce type de population, des gamins qui sont déjà obèses dans la petite enfance. Moi, un truc qui me frappe beaucoup, depuis que je suis formée en hormono, j'ai un autre regard sur ça. Quand on va à la piscine, là c'est l'été, j'accompagne mes enfants à la piscine, je vois des gamins qui ont l'âge de mes enfants, petits, ou pré-ados, ados. Les garçons qui sont en surpoids, ils développent ce qu'on appelle la gynécomastie, c'est-à-dire qu'ils ont des seins. Alors c'est pas seulement parce qu'ils sont gras. Oui, c'est des enfants qui ont un tissu adipeux important partout, ils sont en surpoids, mais s'ils ont des seins, c'est hormonal.
Ça veut dire ils font des œstrogènes. Et ça, c'est pas normal pour un jeune garçon. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est pas du tout un jugement. Enfin, je suis pas en train d'avoir Hors de faire. pathologie. Il y a des pathologies Oui, qui mais voilà. c'est justement, donc c'est de la pathologie. On n'est pas dans le grossophobie ou juger le corps des enfants, c'est pas la question. Mais simplement de dire cette surconsommation de produits ultra transformés, donc avec d'abord une partie perturbateur endocrinien, on le sait, hein, de certains produits qui sont utilisés sur l'agriculture non bio vont avoir tendance plus souvent à être œstrogénomimétiques. Et on les mange, mais on les respire aussi, c'est dans l'eau du robinet, tout ça, c'est formidable. Et le côté où ces aliments sont aussi beaucoup trop sucrés avec des index glycémiques élevés, des sucres raffinés, qui vont donc augmenter la glycémie, l'insuline, bon, c'est des mécanismes qu'on connaît de syndrome métabolique, augmenter l'aromatase, et l'aromatase, c'est une hormone qui transforme la testo en œstrogène, y compris chez l'homme, y compris chez le petit garçon. Donc, un petit garçon en surpoids plus ou moins, mais qui développe des seins, il commence à aller vers une pathologie hormonale, qui devient aujourd'hui une pathologie de civilisation, hein, donc bon, c'est à grande échelle. Mais quid de ces gamins-là quand ils vont grandir et entrer, en effet, assez rapidement, après 35 ans, dans un déclin hormonal, alors qu'ils sont déjà avec des testos très basses. Je trouve que ça pose question. En chiffres, il y a, en termes de déclin, un homme de 60 ans mesuré en 2004, il avait une testo d'environ 17% plus basse qu'un homme de 60 ans mesuré en 87, déjà. Ah oui. Et donc ça, c'est énorme. Et après, on a essayé de se dire, est-ce qu'au niveau des études, c'est lié justement à cette masse grasse qui est beaucoup plus importante ou autre? Alors effectivement, il y a eu un impact chez les jeunes là, de 15 à 39 ans. Il y a une moyenne qui est passée de 605 nanogrammes par décilitre à 451 en 99-2000. Donc en peu d'années déjà, on a eu un gros déclin en pourcentage, mais ils ont aussi, donc en surpoids, forcément, il y a un gros impact, mais ils ont aussi remesuré ça, cette baisse de testo, et c'est là où du coup ça rejoint la théorie des perturbateurs endocriniens chez des vétérans en US Air Force qui ont un poids stable et du coup une bonne masse maigre. Et la testo, elle aussi, chez eux, elle a baissé de environ 19% en 20 ans, en termes comparatifs, en termes de génération. Donc forcément, il y a toute l'implication, donc tu disais surpoids, avec l'aromatase et tout ça, mais il y a aussi l'impact des polluants qui forcément ont un impact. Après, il y a aussi, attention, il faut garder des petits guillemets, les méthodes d'analyse, elles ont changé dans les années. Donc forcément, si on a des études qui ont été faites en 84 et des études qui ont été faites là, il y a forcément des petits changements entre les études. Mais il y a aussi un polluant qui est super important à évoquer chez les hommes et qui est en lien direct avec la baisse de testo, c'est les phtalates qu'on pourrait retrouver dans les plastiques souples et certains cosmétiques et emballages. Et en fait, il y a un mécanisme qui est direct, ça freine la fabrication de testo dans les cellules de l'usine testiculaire, donc les cellules de Leydig. Et donc là, il y a un lien direct qui montre que les traces urinaires de phtalates ont un impact sur la baisse de testo. Et donc, ça a réduit la testo dans toutes ces cellules. Donc, forcément, là, en plus de tout ce qui est aromatase, on a ce frein de production directe par les polluants. Bah, en fait, bon, pour conclure sur ce sujet, ça me donne l'idée qu'on pourrait faire carrément un épisode aussi sur l'obésité et tout ce que ça implique, parce que, encore une fois, moi, je veux vraiment pas qu'on se positionne un peu comme pédagogue autour de la santé, du sport, et là, on vous parle du vieillissement, forcément, on a aussi envie, parce que ça nous fait plaisir, de parler de beauté, anti-âge, machin. Attention, c'est pas du tout pour faire de l'influence, on n'est pas des influenceuses beauté, quoi, au secours. Mais par contre, de poser le truc, de dire que aujourd'hui, moi j'aime bien le dire comme ça, dans un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps, il le dit comme ça, l'épidémie d'obésité, c'est un truc multifactoriel qui impacte les hormones, mais pas parce que les obèses ont des problèmes d'hormones, parce que les gens qui souffrent de cette maladie qu'est l'obésité, ça vient de plein de facteurs environnementaux qui sont les mêmes que les facteurs qui perturbent les hormones. C'est comme ça, enfin moi c'est comme ça que je veux le comprendre. Donc c'est attention, c'est pas du shaming, c'est pas de la faute de ces gens-là. Par contre, oui c'est important et il y a des choses qu'il faut remettre
sur le devant pour de prise en charge, qui auront des effets, bah, oui, sur l'esthétique, tout ça, si on veut, si c'est ça la question, mais aussi sur la santé en profondeur. Donc chez Ouais, l'homme, sur la prévention. C'est que si aujourd'hui un homme de 35 ans, il a une testo déjà moins de 20% par rapport à son grand-père, et qu'en plus il a un mode de vie qui est beaucoup plus exposé et qui se ménage pas, en soi, il va se retrouver à 40 ans avec énormément de freins hormonaux déjà, comparé à ses anciens, et on va se dire bah, pourquoi lui? Et alors qu'on est dans une génération nouvelle, on devrait être beaucoup plus en forme. Et en fait, on mmh, se retrouve dans une situation où on l'est théoriquement pas. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait? Et par exemple, moi, mon rôle à travers les sportifs, c'est de leur expliquer, oui, aujourd'hui, il y a la performance, vous vous voyez comme ça, mais attention, essayez de comprendre ce qui pourra vous pérenniser dans le temps et qui fera qu'un homme de 50 ans sera tout aussi performant avec une bonne testo, qui est votre hormone centrale de la performance, à cet âge-là, alors que déjà, vous avez déjà plein de facteurs qui viennent la ronger. Donc, c'est plutôt ça notre message, hein, c'est de se dire, on est là plutôt en prévention, mmh. en disant, voilà, les hommes, bah, comment est-ce que vous pourrez faire pour pouvoir améliorer votre taux de testo? Alors, il y a les polluants certains, mais aussi, c'est comment est-ce que vous économisez? Et moi, bah, du côté du sportif, c'est attention d'arrêter de sous-manger, quoi, aussi. Ouais. Donc ouais, le message, c'est si on peut, vous écoutez ça pour, voilà, je suis un homme, je veux bien vieillir. D'abord, écoutez l'épisode de la semaine dernière parce que ça vous concerne beaucoup, tout ce dont on a parlé sur l'oxydation et tout ça, qui sont vraiment des phénomènes hors hormones, qui sont importants. Mmh. Bah, filtrez l'eau, mangez bio, préservez-vous du stress. Le stress dans les grandes lignes, c'est-à-dire le stress professionnel, émotionnel, relationnel, nin, mais aussi, oui, le surentraînement, ne pas assez manger, ça fait partie. Ne pas faire de sport du tout aussi, c'est un facteur de stress, donc pas de sédentarité non plus. Ouais. Et un petit mot quand même, juste un petit mot parce que toi tu as dit, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle ce terme des mecs qui ont un petit bidou, mais je vais vous partager une petite curiosité locale puisque moi je suis alsacienne et nous on appelle ça Bierbüsch, c'est-à-dire le ventre que tu attrapes avec. Bierbauch. Au Moselle, c'est Bierbauch, tu vois? Ah Ça, bah je le voilà, oui, connais. c'est vrai qu'on Voilà. vient toutes les 2 de l'Est. Donc bah, pourquoi la bière? Parce que oui, la bière, c'est sucré, la bière, ça fait fermenter, nanana, mais la bière, surtout, c'est du houblon full Mmh. œustro. Donc vraiment, la bière, c'est votre ennemi, hein, les gars, pour le déclin hormonal. Déjà, l'alcool dans la globalité, hein, l'alcool augmente l'aromatase, ça fait fermenter au niveau du ventre, c'est ça fait augmenter l'insuline, c'est plein de sucre, c'est ça, ça empêche la bonne détox au niveau, enfin, ça charge la détox hépatique, donc ça crée des radicaux libres, du stress oxydant. Vraiment, il n'y a pas, il y a rien de positif. Mais si déjà on boit l'apéro, ne buvez pas de la bière. La bière, c'est vraiment pro-œstrogénique. Donc oui, ça fait prendre du gras des seins du ventre. Voilà. Ouais, et ça, on ressemble à ce petit prototype avec des nénés et un gros ventre, c'est celui qui boit de la bière, quoi, en fait, hein, vous vous Mais c'est dirigez ça. vers ça, hein, les gars. Et moi, je voulais juste faire un petit un petit, parallèle, mais rapide sur, le dopage. Parce que moi, j'ai plein d'hommes qui, à un moment donné, se disent: «Ben, si j'ai plus de testo, vu que je suis jeune, je vais me doper, quoi. Est-ce que c'est possible?» Et il y a des risques à ça, aussi. Et c'est, le moment aussi où de prévenir. En fait, est-ce qu'on revient indemne d'un dopage? La réponse, elle est honnête, c'est, on ne sait pas forcément. On n'est ni ruine à ville, ni tranquille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les études, elles montrent pas que oui, ça va, tout va bien, tu t'es dopé, tu reviendras, à l'état, du jeune homme, comme avant, non. En fait, il y a un mécanisme, c'est prendre des stéroïdes anabolisants, on inonde le corps de testo, ça vient de l'extérieur, donc le cerveau, forcément, il va arrêter la production lui-même. Il se dit que ça y est, il y en a assez. Mmh. Donc, l'ordre se coupe. Sur un usage court de moins d'1 an, il y a une récupération probable selon les études. Mais ça ne veut pas dire qu'elle elle est sûre, d'accord? Donc, attention à ça. Et donc, ça implique que normalement, les hormones du cerveau reviennent à la normale en 3 à 6 mois après l'arrêt du dopage. Du coup, ça devrait revenir à son niveau de base, donc sûrement beaucoup plus bas vu qu'on l'a commencé bas si on a dû prendre ça, Mmh. en 6 mois. Et un usage long, plus d'1 an, ou par exemple un usage court mais à haute dose, en général, beaucoup gardent une testo basse et des symptômes pendant des années, voire jamais récupérés dans le temps. Donc juste au cas où les sportifs qui veulent céder à la tentation, pensez à plus tard. Les gars, votre testo sera une catastrophe puisque votre cerveau aura du mal à relancer cette production.
Et souvent, ben, dans certaines activités, notamment en body, on vient relancer cet axe. Et du coup, là aussi, les produits qui permettent de relancer l'axe entre le cerveau et les testicules n'ont pas d'effet prouvé dans le temps. Peut-être qu'il y a une petite relance qui est créée, mais elle ne perdure pas. Donc, on peut se dire, ah, ça va revenir. Non, même avec des produits ou des usages qui viennent améliorer cet axe cerveau-testicule. Donc juste attention, ne cédez pas à la tentation, trouvez plutôt des moyens honnêtes et des moyens qui vous permettent de mieux vieillir plutôt que de tout miser sur 3 ans, 3 ans d'amélioration de votre testo pour en avoir 50 gâchés, quoi. Voilà. Surtout que des moyens, il y en a plein, mais c'est toujours pareil, c'est qu'il faut quand même prendre la peine de comprendre un peu toutes les subtilités. Puisque tu parles je trouve qu'on n'avait pas prévu de le faire comme ça, mais comme on parle de testo, c'est toujours pareil. Comme on parle de testo et de dopage et de substitution et tout, on peut aussi assez rapidement glisser sur la DHEA, qui est, comme vous le savez, mon hormone préférée, qui est une hormone proche de la testo, un androgène, donc une cousine de la testo, qui a des effets assez proches de la testo, anabolisant, c'est clair, anabolique, moi je préfère dire anabolique, un peu androgénisante sur certaines manifestations corporelles, mais pour le coup qui intéresse aussi les femmes, donc on en a beaucoup de la DHEA, un peu moins que les hommes, proportionnellement dans des taux physiologiques, mais on en a, quoi, c'est une hormone importante. C'est pas une hormone sexuelle, donc elle n'est pas produite par les gonades, par les testicules ou les ovaires, elle est produite par la glande surrénale. Et donc celle-là, elle n'est pas impactée dans le vieillissement par le vieillissement de la fonction reproductive. Donc voilà, typiquement, on ne va pas avoir une DHEA, par exemple, qui s'éteint à la ménopause chez les femmes. Par contre, hommes comme femmes, la DHEA baisse avec l'âge, c'est physiologique. Ça fait partie des processus du vieillissement complètement naturels. Et c'est quelque chose aussi dont on peut parler un peu dans le même sujet que tu viens d'aborder, parce que c'est vrai que, est-ce qu'on peut dire dopage, substitution, je ne sais pas, mais il y a plein de gens qui prennent de la DHEA. On peut prendre de la DHEA, ça s'achète, c'est en vente libre, voilà, sur Internet, il n'y a pas besoin de prescription. Est-ce qu'on est pour ou contre, c'est une question qui est complexe à trancher. En tout cas, ça se fait. Plein de gens qui le font le plus souvent quand même dans un objectif justement anti-âge, parce qu'il y a ce côté où la DHEA, on l'appelle l'hormone de jouvence parce qu'elle favorise avoir un visage jeune, pas beaucoup de rides. On en a parlé sur un épisode spécifique autour de la DHEA, aussi tout ce qui était récupération, cicatrisation. Donc ça a vraiment un intérêt d'optimisation des fonctions, de performance sportive et tout ça, et vraiment anti-âge. Pour le coup, c'est vraiment le sujet. Mais c'est subtil, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à dire juste parce que on a dosé son taux de testo, tu l'as dit, c'est juste doser une testo comme ça, c'est pas interprétable tout seul. On parle de quoi? La libre, de la totale, de la SHBG, la signalisation au niveau des cellules. On va doser la DHEA aussi. Comment on l'interprète? C'est compliqué, en fait. Nous, on est formés. Ça prend vraiment beaucoup de temps de comprendre ces trucs-là. Tu peux avoir une partie de ta fonction anabolique et androgénique qui est couverte par la DHEA si tu as une testo basse et inversement. Mais pour le coup, c'est quand même pas les mêmes hormones, elles sont pas produites par les mêmes glandes, donc ça nous dit pas la même chose de la fonction de la personne. Donc voilà, on évite d'aller dans des substitutions, des injections, des trucs et des machins qu'on achète sur Internet, sous prétexte qu'on a compris à peu près le sujet et qu'on a fait des dosages alors qu'on ne sait pas les interpréter. Par contre, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des stratégies fonctionnelles, naturelles, simples et sans risque pour optimiser ces taux-là de manière physiologique, c'est-à-dire avoir un bon taux de DHEA, le mieux possible avec l'âge, puisque c'est vrai que ça descend avec l'âge, donc on peut avoir des attentes moindres, entre guillemets, sur le taux de DHEA de quelqu'un qui est plus âgé, mais la réalité, c'est que quelqu'un qui vieillit en gardant un bon taux de DHEA, voilà, il vieillit mieux, esthétiquement et fonctionnellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir gardé un bon taux de DHEA avec l'âge? Je rappelle que c'est une hormone qui est fabriquée par la glande surrénale, c'est-à-dire la glande, tiens, encore une fois, qui gère le stress. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour garder un bon taux de DHEA et bien vieillir? On arrive à gérer son stress.
Ça revient sur ce que tu disais, entraînement, mais pas de surentraînement, par exemple. La question aujourd'hui, qui est une vraie question et qui concerne autant les hommes que les femmes, la question du burn-out. Si vous avez fait un burn-out, j'ai eu une patiente en consultation il y a une dizaine de jours qui m'a pas du tout dit ça. Au départ, elle vient pour autre chose, enfin, elle m'explique tous ses symptômes. Je comprends assez vite qu'il va y avoir un truc autour des surrénales. Et quand je lui explique un peu, tiens, moi je pense à ça, voilà, les surrénales, ce que vous avez déjà entendu, cette hormone, ça fait ça et tout. Et donc ça fait bien 20-25 minutes qu'on est en consulte. Elle me dit, ah oui, mais j'avais pas vraiment fait le rapprochement, je sais pas si ça a un rapport, mais il y a 10 ans, j'ai fait un burn-out. Donc elle savait. Il y a plein de gens chez qui c'est pas diagnostiqué. Si vous avez été diagnostiqué d'un burn-out l'année dernière, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, sachez que c'est une maladie hormonale. Donc vous avez écrasé votre DHEA au moment du burn-out. Est-ce que quelqu'un vous a parlé de ça? Est-ce que vous avez remonté votre DHEA? Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez cherché? Est-ce que vous avez remarqué que vous avez pris un coup de vieux depuis votre burn-out? Donc de travailler sur son stress, de travailler sur son mode de vie, c'est hyper important, hein. Revoir ses priorités, tout ça, c'est souvent ça qui se passe après un burn-out, c'est très bien. Mais Mais si, est-ce qu'on a les les gens hormones? cherchent à l'améliorer, je conseille un bon livre, c'est celui-ci, voilà. Tu l'as toujours sous la main. Si, tu veux, La fatigue chronique, et si c'était un épuisement surrénalien, un livre écrit par une inconnue qui est sur ce podcast, qui est Elsa elle-même, et elle donne toutes les techniques, et elle en parle justement très bien, hein, de tout ça. Des surrénales, comment ça impacte, le lien avec la DHEA, et en même temps, du coup, ça fera le lien avec le vieillissement. En tout cas, n'hésitez pas à l'acheter si c'est quelque chose qui vous intéresse, et si vous êtes passé par exemple, un burn-out, ça va être, c'est une pépite au cas où, hein, voilà, je sais pas, Elsa, désolée, je fais ta pub, mais voilà, c'est important de le Nous citer parce n'avions pas du tout convenu qu'elle me caresse dans le sens non, du poil comme ça, il mais on était là, prend il était là. à toute heure. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui me passionne et je vais essayer de pas passer tout le reste du podcast à vous parler de la DHEA. On passe comme ça. Après, on vous parlera de la préménopause, qui est un vrai sujet, et la ménopause. Mais de dire que ici, on parle du vieillissement et que oui, l'hormone de jouvence, c'est la DHEA. Donc, en fait, c'est logique de parler de ça. Alors que je pense que pour la plupart des gens, c'est pas évident de dire le burn-out que tu as fait quand tu avais 30 ans, je sais pas, ou enfin, je pense pas que les sportifs, on leur parle de burn-out, mais pour moi, c'est pareil. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont raconté en consulte aussi une espèce d'effondrement post-effort. Tu vois, un truc, les mecs qui veulent absolument boucler le marathon, là, enfin, le truc, il faut cocher la case, quoi. Donc, moi, on m'a raconté ça, hein, des gens qui disent, je suis sortie, j'ai fait mon truc, ma sortie, mon machin, je suis allée un peu au-delà de ce que je fais d'habitude. Et je suis rentrée chez moi et j'avais plus de jambes et je suis restée 5 jours couchée avec la tension artérielle dans les chaussettes. Pour moi, c'est le même mécanisme, un mécanisme d'épuisement profond où il y a vraiment un shutdown au niveau surrénalien. C'est comme un burn-out, même si émotionnellement, peut-être, tu te sens pas pareil. Mais en tout cas, quand ça vous arrive, vous êtes jeune, vous n'êtes pas, je pense, en train de penser que ça va impacter votre vieillissement, qu'à 50, 60 ans, vous aurez plus de rides, un visage plus marqué, une plus grande intolérance aussi aux changements, aux adaptations. Les gens qui ont une DHEA basse, c'est vraiment des gens qui ont du mal à prendre des décisions, à prendre du recul, à supporter les imprévus, tout ça. Donc c'est dur, et ça, c'est ce qu'on voit vraiment avec l'âge. Je me souviens de mon grand-père, il était comme ça. Il était vachement sympa, mon grand-père, quand on était enfant. On était toute une tripotée de petits-enfants. Et puis quand on a grandi un peu, lui, il a vieilli et il supportait plus rien. Il supportait plus qu'on fasse du bruit, il supportait plus les imprévus, il supportait plus que le menu change. Voilà, et ça, c'est vraiment très marqué. Moi, je veux pas devenir comme ça en vieillissant. Même si on parle pas des rides, je veux pas devenir ce genre de vieille qui supporte plus rien. Et ça, c'est la DHEA, quoi. Et juste, pour notifier aux personnes, alors je reviens sur le burn-out du sportif. En fait, quand c'est très chez nous, dans le sport, à partir du moment où on parle de surentraînement ou de burn-out, on peut les assimiler, mais ça devient non fonctionnel en burn-out, en surentraînement, à partir d'un certain temps. Et on peut que l'analyser, tu vois, si à un moment donné, la personne, en quelques semaines, elle ne revient pas à un état initial avec soit physiquement, physiologiquement et aussi mentalement. Dans ce cas-là, on parle réellement de burn-out. Après, quand c'est transitoire, ça peut être juste une adaptation peut-être brutale qui a été mal effectuée. Mais si la personne, après, tu vois, elle arrive à s'en remettre rapidement, on bascule pas tout de suite dans le burn-out du sportif.
Et au cas où les sportifs qui écoutent et qui ont entendu qu'on pouvait se substituer, par exemple, on pouvait prendre de la DHEA sur internet, sachez que c'est du dopage, voilà, juste. Et donc on ne peut pas prendre de la DHEA sans être dans le cadre du dopage. C'est sanctionné dans le cadre sportif, au cas où, juste pour information. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai glissé sur ce sujet-là, parce que tu parlais Ouais. du dopage et que c'est Oui. clairement, c'est un peu cette zone floue, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui auraient besoin de prendre la substitution, il y a des médecins qui le prescrivent, Oui. substituer de la DHEA de manière intelligente pour ramener sur des taux qui soient physiologiques et juste redonner une fonction normale au cerveau, à l'anabolisme musculaire, voilà, sans être dans la surperformance. Ça pourrait se défendre, mais aujourd'hui, la législation, c'est de dire que toute substitution en stéroïdes anaboliques est considérée comme du dopage. Donc, de toute façon, il n'y a pas de question. Même si vous le trouvez, c'est un C'est risque. du Donc, dopage. encore Mais une dans ce fois, cas-là, il vaut mieux rester sur des stratégies naturelles. Il y en a quand même. exactement. Et du coup, on peut faire le pont avec la périménopause peut-être, avec tout ce style de vie, et de comprendre un peu comment est-ce qu'on peut améliorer cette phase transitoire de la femme, et aussi cyclique, je pense. Ça peut être intéressant. Et oui, alors là, c'est un gros sujet. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour le coup, les hormones des surrénales et les hormones sexuelles sont toutes ce qu'on appelle des stéroïdes. Stéroïdes, ça veut dire que c'est une famille d'hormones qui viennent toutes, je fais la petite minute biochimie maintenant, qui Ouais. viennent toutes du cholestérol. Donc le cholestérol n'est pas une mauvaise molécule en soi, c'est un précurseur des stéroïdes. Donc premier point, hein, quand on dit comment on fait pour optimiser ces taux hormonaux, que ça soit pour les surrénales ou pour la préménopause, les hormones sexuelles, avoir un taux de cholestérol qui soit correct, pas trop bas. On revient sur les questions des gens qui mangent pas assez, etc. On peut voir des fois vraiment des cholestérols au ras des pâquerettes. C'est pas assez pour faire des hormones. Ça, c'est vraiment un mécanisme aussi. Et le cholestérol devient stéroïde dans une petite partie de la cellule que nous adorons et qu'on a déjà parlé, qui s'appelle la mitochondrie. Et on peut soutenir aussi ces mitochondries en s'assurant qu'on a un bon taux de fer, une bonne fonction thyroïdienne, un bon taux de Q10. Je le fais vite parce qu'on en a déjà parlé à d'autres moments et que c'est pas vraiment le sujet, mais ça fait toujours partie du package de la compréhension, quoi. Et puis, ces hormones, pour qu'elles puissent fonctionner, c'est-à-dire signaler sur leur récepteur, il faut qu'elles rentrent dans les cellules cibles. Donc, il faut qu'elles puissent pénétrer, et ça dépend de l'équilibre en acides gras. On parle surtout des oméga-3. Et les oméga-3, pour qu'on puisse bien les absorber, bien les fonctionnaliser par l'assiette ou en complémentation, il faut qu'ils soient accompagnés par des antioxydants. Donc, CF, épisode précédent, on parlait de l'oxydation dans la globalité. Donc déjà, ça fait beaucoup de choses. C'est du terrain, travailler le terrain avant d'aller travailler sur les taux hormonaux et tout ça. Mais vous savez quoi, ça tombe bien parce qu'on vous dit tout le temps la même chose. C'est toujours cohérent. Donc c'est OK, en fait. Favoriser la mitochondrie, favoriser les oméga-3, favoriser les antioxydants et ne pas trop descendre son cholestérol, donc manger suffisamment. Bon, ça tombe bien, c'est vraiment toujours le même message, quoi. Et puis ce truc où dans les stéroïdes, il y a les hormones sexuelles et les hormones des surrénales. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui prend le dessus, une suractivation par exemple de la surrénale en période de stress prolongée, ça va manger des précurseurs, quoi. Ça va détourner une partie du stock qui devrait normalement servir à faire des hormones sexuelles. Donc si vous voulez un bon taux de testo, si vous voulez un bon taux d'œstrogène pour les femmes, de progestérone, et qu'il y a un petit problème de répartition, soulager la glande surrénale. Donc, travailler, encore une fois, sur la gestion du stress via le sport, mais sans excès, via toutes les techniques de gestion du stress dont on pourrait parler aussi à l'infini, parce qu'il y a plein de trucs intéressants, de sophrologie, cohérence cardiaque, HRV, plantes adaptogènes, on en reparlera peut-être un petit peu à la fin. Mais en tout cas, juste faire le lien. Souvenez-vous, ou comprenez, si jamais ça n'a pas jamais été dit, que la fonction des surrénales et la gestion du stress, elle impacte les fonctions sexuelles, donc reproductives et d'équilibre hormonal, de manière directe, parce que c'est la même famille d'hormones. Donc quand on dit, on va parler un peu des femmes maintenant, quand on dit aux femmes, et moi on me l'a dit ça, vous n'arrivez pas à avoir un bébé, vous avez des problèmes de cycle, vous avez des problèmes hormonaux, c'est le stress, madame. Quand on te dit ça, comment tu l'entends? C'est tu gères pas bien ta vie et débrouille-toi. Et alors que c'est pas comme ça qu'on devrait le dire. Mais par contre, c'est réel. Si tu as une mauvaise gestion de ton stress physiologiquement, que tu es en désadaptation, pas forcément burn-out, ça peut être bien avant,
eh ben, ton corps n'a pas toute la matière première pour fabriquer des hormones sexuelles équilibrées. Ça, c'est une réalité. Donc, quand on vous dit de gérer votre stress pour votre santé, bah, on peut le dire de manière bienveillante, c'est réel. Mais ça repose sur une réalité physiologique, pas juste de dire j'en sais rien, madame, c'est dans votre tête. Parce que là, on peut faire tout le reste de l'épisode là-dessus. Les femmes, l'après-ménopause et la ménopause, et tous ces trucs dont on nous dit que c'est une fatalité et qu'on n'a qu'à serrer les dents, serrer les fesses, serrer je sais pas quoi, tout ce qu'on veut, et attendre que ça passe. Bon. Mmh. Donc l'après-ménopause, bienvenue au club, c'est nous, on peut vous en parler. Myriam, comment ça va ta préménopause? Ça va bien, mais effectivement, j'ai mis des choses en place, en vrai, tu vois, si je dois donner déjà alors, je vais passer du coq à l'âne, mais aujourd'hui, j'essaie dans ma technique à moi de gérer ça, de base, j'essaie d'être beaucoup plus attentive. Moi, j'ai vraiment ce biais pour être très stressée, très rapidement, par exemple et pour faire le lien avec le stress et en fait, je mets plein de petites choses dans le côté positif pour contrer un petit peu ma nature, Mmh. et déjà me dire, bah, par exemple, le matin, quand je me lève, avant, j'adorais me dire: «Ah, je me lève, je vais me prendre un café». Alors que, ben, déjà, je suis au taquet, quoi, hein, je suis et en fait, je sais que je retarde ce moment un maximum pour être en milieu de matinée, boire un café. C'est un truc que j'envisageais pas il y a quelque temps, tu vois? Il y a 1 an, mais maintenant, dans la situation dans laquelle je suis et ben, c'est un changement, mais qui change drastiquement ma journée et c'est Mmh. ça qui est fou, c'est qu'on peut voir des petits effets comme ça. Alors on va se dire: «Oh, c'est ouais, mais c'est facile». Oui, oui, mais en fait, quand tu sais que ton biais à toi, il est ça déjà et que c'est le stress et qu'en périménopause, ben, je pense que tu vas nous l'expliquer, mais peut-être qu'on est plus sensible au stress et ben, du coup, ou en ménopause, mais surtout en périménopause, bah, du coup, cet effet, il est beaucoup plus, prenant sur soi et en fait, ben, voilà, moi, mon but, c'est de manager ça. Donc en fait, moi, les plantes adaptogènes, même, et ces moments de me stresser à des moments ponctuels de ma journée pour ne pas être, trop impactée et avoir des effets bénéfiques, bah, pour moi, ça c'est un game changer, par exemple, dans ma périménopause. J'avais envie du coup, ça m'inspire un truc quand je t'entends, oui, évidemment, je peux vous expliquer pourquoi on serait théoriquement plus sensible au stress, plus irritable, plus, plein de choses en périménopause. Donc périménopause, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? On dit que ça peut commencer jusqu'à 12 ans avant la ménopause. La ménopause, c'est le moment où les ovaires vont s'arrêter, c'est génétiquement programmé, c'est pas parce qu'on arrive au bout de notre stock d'ovocytes comme on nous apprenait avant, c'est pas vrai. C'est une programmation génétique, donc en général, c'est à peu près c'est familial, c'est à peu près autour de 50 ans. Ce qui veut dire qu'entre 35 et 40 ans, on peut commencer à avoir une transition. Donc moi, quand je le dis en consulte et que je dis aux femmes de 38, 40, 42 ans, je dis, vous savez, moi j'ai 40 ans, on est en périménopause, elles me regardent, oh. Ben oui, si, c'est pas une insulte, c'est une réalité, c'est une transition parce que en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va moins bien ovuler, on va avoir une qualité ovulatoire qui est souvent un petit peu altérée, on va expliquer un peu les mécanismes, et ce qui va donc impacter notre équilibre hormonal entre les œstrogènes et la progestérone. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie des femmes autour de 40 ans? Parce que là, pour quelques mois encore, on a le même âge, toi et moi, on a 40 ans. Donc, il y a des femmes de 40 ans qui ont un enfant de 2 ans. C'est un petit peu stressant. Il y a des femmes de 40 ans qui ont des préados en garde alternée. C'est un petit peu stressant. Et puis, il y en a d'autres, nos copines, on leur fait des bisous, qui ont 40 ans puis qui sont en PMA. Donc, autant te dire qu'ils sont un petit peu stressés aussi. Donc, voilà. Du coup, la question de la reproduction, quel que soit le moment dans ta vie où tu l'as fait, à 40 ans, voilà, c'est un facteur de stress parmi d'autres. Donc voilà, c'est ok, on le gère. Mais par rapport, pour revenir à la question du vieillissement, qui est quand même la question qu'on doit aborder aujourd'hui, en vérité, la périménopause, cette transition de 35, 40, 45 ans, qui se manifeste surtout par la perte de qualité ovulatoire, ça va pas nous faire vieillir en soi. C'est pas cette problématique-là, c'est plutôt une problématique relative. Ce qui va se passer le plus souvent, d'abord, c'est d'avoir une perte de qualité ovulatoire qui va plutôt impacter notre progestérone, donc le post-ovulatoire, avec un déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone relatif, dont je vais parler maintenant, mais qui n'a pas d'impact directement sur le vieillissement, c'est pas ça. Après, quand on avance dans la transition, et toi tu le vois aussi chez les sportifs, tu vas en parler après, on peut avoir aussi un impact sur les œstrogènes. C'est-à-dire que là, on a et des œstrogènes bas et une perte de qualité ovulatoire, et là, ça ressemble plus à la problématique qu'on va retrouver en ménopause, avec en gros toutes les hormones sexuelles basses chez une femme. Et là, on peut parler œstrogènes bas, c'est vraiment un impact sur le vieillissement. Mais pour revenir sur la phase qui est avant, qui peut être très précoce, où c'est que la progestérone qui est basse, ou en tout cas relative,
La progestérone, en fait, c'est une hormone qui va favoriser l'anidation, donc qui est vraiment importante pour la fertilité. Si dans ces âges-là, on veut se reproduire, on veut avoir un bébé, c'est vraiment important de focaliser là-dessus. Mais en termes de vieillissement, pas forcément. En revanche, c'est une hormone qui va avoir surtout un gros effet au niveau du cerveau, un effet de prise de recul, un effet anxiolytique. Donc ce qu'on va repérer beaucoup, c'est pas du chinois, je pense, pour les femmes qui le vivent, c'est des changements dans le ressenti émotionnel. C'est de passer la moitié de ton cycle, à mal dormir, à être anxieuse, à avoir des compulsions, à être irritable et donc c'est là qu'on va avoir un impact, en fait, sur le vieillissement. Parce que, si, je suis tout le temps irritable, si je suis anxieuse et si j'ai des compulsions, donc la compulsion, elle peut aller vers le sport, par exemple, on peut commencer à s'entraîner n'importe comment, ou vers la bouffe et donc manger absolument tout et n'importe quoi, les goûters des enfants, les Haribo, les Pépitos, les glaces, tout ce que tu veux. Donc là, on est sur toutes les problématiques de stress oxydatif et de glycation dont on a parlé la dernière fois. Donc là, oui, on augmente les processus de vieillissement, mais indirectement par des systèmes de comportement, en fait. Comme il y a souvent une perte de la qualité du sommeil, ça c'est quand même assez universel. Hier, pour vous dire, les amis, j'ai envoyé un réel à Myriam, une très très bonne production d'une d'une humoriste qui a fait une super chanson de 3 minutes sur la périménopause. C'était très bien fait, la vidéo, on a rigolé. Mais moi, je trouve ça dramatique de dire aujourd'hui, on fait des blagues pour dire hein, j'ai 40 ans et je dors plus. Mais non, enfin, ne restez pas comme ça, c'est un symptôme. Une perte de qualité de sommeil, ça va augmenter l'inflammation. Donc les radicaux libres. Donc au-delà du confort de vie, on va dire au quotidien, ça a vraiment un impact dans votre fonction cellulaire, quoi. Il y a, quand il y a dans la fin de cycle, ces déséquilibres hormonaux très marqués avec ce qu'on peut appeler une hyperœstrogénie relative, c'est ce que les femmes repèrent en fin de cycle de rétention d'eau, maux de tête, des choses qui peuvent être très impactantes. On va avoir souvent la seule réponse qui va être proposée par la médecine, c'est de proposer la pilule ou de prendre plein de médicaments, donc des antidépresseurs, des antalgiques, des anti-inflammatoires, tout plein de trucs qui favorisent encore une surcharge hépatique et donc des radicaux libres. Vous voyez que je reparle tout le temps de la même chose, hein. Inflammation, radicaux libres, glycation. Et puis le dernier petit point, c'est pour faire aussi la relation avec la DHEA dont je parlais tout à l'heure. Œstrogène, progestérone, on cherche un équilibre l'un par rapport à l'autre, mais les deux sont des hormones plutôt féminisantes. Et en face de cette balance-là, il y a une balance plus grande qui est la balance féminine-masculine, quoi. Hormones féminines, hormones androgéniques. Et donc dans la périménopause, ce qu'on peut voir, et surtout chez les sportives, tu vas nous expliquer, c'est que ce déséquilibre de la balance œstrogène-progestérone va aussi impacter la balance avec les androgènes et on va avoir parfois une androgénie qui s'exprime plus, mais c'est relatif, c'est pas forcément des femmes qui sont en hyper-androgénie réelle, pathologique, etc., mais qui vont avoir des symptômes pareils avant les règles ou la moitié du cycle, de l'acné, de la pilosité, perte des cheveux, et donc avec un impact sur le ressenti de son corps, de son image, et qui peut aussi pousser des femmes après 35-40 ans qui n'ont jamais vécu ça à prendre une pilule, parce que voilà, c'est la solution miracle et on masque cette problématique dont on comprend bien qu'elle est hormonale, mais on comprend pas ce qu'il y a dessous, et donc on favorise des mécanismes qui sont toxiques, on va dire, pour l'organisme, hein. Encore une fois, la pilule, chacun fait ce qu'il veut, mais la pilule, c'est un moyen de contraception. Si vous prenez la pilule pour masquer un symptôme alors que vous n'avez pas besoin de contraception, il faut quand même se poser des questions. C'est pas anodin comme prise de médicaments. Donc voilà, plein de mécanismes chez des femmes, toutes les femmes, qui rentrent en transition hormonale et qui vont commencer à avoir une petite perte d'équilibre entre œstrogène et progestérone, perte de qualité de vie réelle, sommeil, relationnel, anxiété, tout ça, qui sont hyper minimisés, voire on fait des blagues avec, mais qui vont conduire à des comportements et à des compensations qui ont des effets sur l'organisme et des effets, oui, pro-vieillissants, c'est clair. Avant que vous vous en rendiez compte, vous avez 35 ans, vous ne pensez pas à ça, ça commence, et après on parlera de la ménopause. Maintenant, il y a le cas un peu plus particulier dont tu voulais parler, Myriam, qui est le cas des femmes dans les mêmes tranches d'âge, mais qui sont très sportives, qui ont une activité physique importante, plus que la moyenne, et qui vont créer des mécanismes un peu différents.
Oui, il y a chez les sportifs déjà en fait, et selon les études, il y a déjà, une différence, de progestérone. Donc tu as expliqué, hein, du coup le mécanisme, mais c'est de se dire que déjà chez la sportive, la qualité ovulatoire, en tout cas les métabolites de la progestérone qui sont mesurés dans les urines, par rapport à une femme sédentaire, sont déjà moins bons, on va dire, chez une sportive. Donc c'est-à-dire qu'on a une qualité ovulatoire qui peut être impactée en fonction déjà de l'activité. Donc ça peut montrer qu'une femme qui va aller moins bien gérer son entraînement, partout aussi les principes que tu as donnés, la compulsivité et autres, et aussi ben, le biais de je suis en train de perdre pied, de ne plus avoir la même composition corporelle, et ben, d'aller me surentraîner ou de changer mon entraînement vers quelque chose qui est encore plus contraignant pour le corps, plus fatigant, et ben, ça va avoir encore un impact sur cette qualité ovulatoire et donc sur la progestérone produite. Donc, moi, je vois énormément, et après, il y a aussi tout ce côté après androgénisant que les femmes sportives peuvent vivre encore plus. Et ce côté, ben, à la quarantaine, quand les femmes sont dans ce schéma-là et qu'à un moment donné, elles veulent justement avoir un enfant, elles ont beaucoup plus de troubles à avoir un enfant par tout ça. Et tu rajoutes à côté de ça ben, le fait qu'elles vont moins manger parce que du coup, elles contrôlent plus leur corps. C'est un vrai cercle vicieux Mmh. qui est en plus mêlé donc, dans la sphère sportive image et Ouais. après la sphère du changement hormonal. Et du coup, c'est tout un sac de nœuds à délier en disant, attends, déjà, si tu veux déjà bien t'entraîner, retrouve ton cadre d'entraînement correct. Après, c'est ben, récupère correctement, dors bien, etc. Après, c'est de se dire, maintenant, mange assez. Mange assez, même si tu as l'impression que tu grossis ou que ta composition est en train de changer. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce que tu peux améliorer ta composition par un entraînement plus intelligent et du coup aussi par le fait que tu puisses peut-être manger de manière plus différente pour cette transition hormonale. Peut-être plus de protéines, peut-être des glucides bien répartis en fonction de l'entraînement, en péri-entraînement, etc. Et après, de se dire que, en fait, on veut préserver cette qualité ovulatoire. Si en plus on veut essayer, par exemple, d'avoir un enfant, ben, en fait, on est obligé de pouvoir mettre toutes les chances de son côté et mettre tout ça en ordre. De l'autre côté aussi, il y a toutes ces phases de changement au niveau des oestrogènes. Et à ce moment-là, forcément, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des mécanismes d'utilisation de l'énergie qui sont différents. Par exemple, moins on a d'œstrogènes et moins on utilise tout ce qui est la lipogénèse. Donc, en fait, forcément, les femmes, elles ont cette aptitude à utiliser beaucoup plus d'acides gras par rapport aux hommes, par exemple, à cause en fait, de cette situation hormonale. Et le fait d'avoir à des moments plus d'œstrogènes, des moments beaucoup d'œstrogènes, en fait, ça change totalement la manière de gérer son énergie. Et donc, peut-être qu'il y a des fois où il y a des choses qui marcheront très bien dans ces périodes-là, dans l'entraînement, et il y a des choses, il y a des cycles où peut-être on n'aura pas forcément assez d'œstrogènes et en fait, on performera moins bien et on pourra prendre plus de poids, par exemple. Mais c'est pas, en fait, on doit vraiment agrandir son scope plutôt que de se rétrécir sur la journée, sur l'entraînement, sur la semaine. Il faut se dire qu'est-ce qui se passe sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, et de comprendre comment est-ce qu'on arrive à lisser nos comportements, nos symptômes, pour en fait avoir un vrai recul qui est plutôt très petit, quoi. On peut plus en fait se dire à la semaine, oh, mon poids il a augmenté sur une semaine. Non, Mmh. non, c'est pas très grave en fait. On va commencer à dézoomer et à se dire voilà comment est-ce que je peux améliorer ça et qu'est-ce quels sont mes symptômes ce mois-ci sur ce cycle-là, et comment est-ce que du coup je les reconnais rapidement pour pouvoir m'adapter rapidement en fait. C'est plutôt ça, plutôt que de souffrir. C'est ça qui est embêtant. Parce que, en fait, c'est ce que ça sous-entend, tout ce qu'on raconte là, c'est que pour bien gérer cette, partie-là de la vie et de toute façon la santé des femmes dans la globalité, ça nécessite de bien comprendre ce qui se passe au niveau hormonal. Si on n'a pas la compréhension de la physiologie, déjà ça marche pas, et je pense que ça, c'est un premier frein parce qu'en médecine, aujourd'hui, on leur apprend pas autant de subtilités, je pense. On leur apprend des choses sur la pathologie. Encore une fois, chacun son travail. Nous, on fait pas ça. Mais c'est quand même la base, c'est d'avoir toute cette compréhension qui est compliquée. Nous, on essaie de faire de la vulgarisation, mais c'est compliqué, c'est une réalité. Et la deuxième chose, tu l'as dit, c'est une réalité aussi sociologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, j'estime que les femmes sont maltraitées d'un point de vue de santé, parce qu'il y a un manque de connaissances, parce qu'il y a
a une délégitimisation de beaucoup de choses, et parce que même nous, on se maltraite nous-mêmes en se disant bah oui, bah t'as qu'à faire plus attention, t'as qu'à bien bouffer, t'as qu'à faire plus de sport, t'as qu'à je sais pas quoi, t'as qu'à te taire, Ouais. et puis c'est dans ta tête et machin. Donc en fait, pour que ça soit vraiment bien fait, ça sous-entend d'être accompagné, d'être dans un je sais pas, dans un système où il y a cette connaissance qui est pointue et qui, avec des gens qui sont capables de transmettre, c'est pas évident, et que ça soit des femmes qui le fassent. En fait, à un moment donné, je suis désolée, mais nous, on le vit, donc on sait ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, de notre cerveau, voilà, on sait ce qu'on vit, et voilà, j'ai rien contre les hommes, moi, je vous adore, mais vous savez pas, vous savez pas ce que c'est de vivre dans les chaussettes d'une femme, donc voilà, moi, je sais qu'à mon échelle, ce que j'ai appris en hormonaux, c'est que pour accompagner cette phase qui peut être longue, on a dit ça peut prendre 12 ans, donc on va pas s'asseoir et attendre pendant 12 ans d'être ménopausée. Pour accompagner cette phase et essayer d'optimiser la santé des femmes, on essaye de se dire qu'on va optimiser la fonction ovulatoire tant que c'est possible, que tant qu'une femme ovule, il faut qu'elle ovule bien, et même si son objectif n'est pas de procréer. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très facilement. Si on veut avoir un bébé après 40 ans, on se dit ah oui, ma qualité ovulatoire, c'est pour faire mon bébé. Mais même si on veut pas de bébé, la qualité ovulatoire, c'est le préalable d'un bon équilibre hormonal, en fait, œstroprogestéronique. Donc nous, on a des systèmes d'accompagnement avec de la phyto, avec certains micronutriments, des vitamines et des stratégies nutritionnelles et d'entraînement qui sont spécifiques à cette fonction-là, tu l'as dit. Et encore une fois, c'est travailler le terrain, c'est déjà faire de l'hormono. Donc favoriser une bonne détox, favoriser un bon système immuno-inflammatoire, la gestion du stress, le sommeil. C'est vrai que le micronutriment number one plus pour les femmes dans cette période-là, on peut quand même citer le magnésium, qui est un grand modulateur de la gestion du stress et de la gestion des réponses physiologiques, puisque ça intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques cellulaires. Donc ça sert à faire plein de trucs, ça fait pas tout, mais déjà ça, c'est quand même le minimum. Oui, les protéines, c'est sûr, c'est un vrai sujet dans la nutrition des femmes dont le métabolisme change un peu et qui peuvent avoir ce système compulsif et tout ça. On sait que quand on met beaucoup plus de protéines, quand on est physiologique au niveau des apports de protéines, on favorise la satiété, donc on favorise de ne pas avoir de compulsion vers le sucre et tout ça, par exemple, et un bon anabolisme musculaire si on fait tout ce qu'il faut à côté. Les oméga-3, les antioxydants, tout ce qui va favoriser un bon équilibre, un bon écosystème digestif, les adaptogènes pour la gestion du stress, la mélatonine, on en a déjà parlé, on en a parlé sur notre épisode sur le sommeil, qui, je pense, pour moi, est vraiment un truc qu'il faut dégainer facilement quand on commence à avoir des problématiques de sommeil et que c'est compliqué jusqu'à ce qu'on régule le problème hormonal. On peut déjà favoriser ça sortir ça pour favoriser une bonne qualité de sommeil et court-circuiter un petit peu après les mécanismes qui vont se percuter derrière. Si on dort pas bien, on sait très bien que derrière, il y a tout qui va foutre le camp, en gros. Et c'est vrai qu'il y a une petite particularité dans la préménopause, surtout quand on avance un peu dans ce phénomène. Et c'est ça qui est compliqué. C'est des alternances parfois, et peut-être des femmes qui nous écoutent et qui vivent ça. Je comprends plus rien parce que des fois j'ai un cycle complètement hyper œstrogénique, donc rétention d'eau, maux de tête, surexcitation neuronale, libido au taquet, super belle peau, mais en même temps je suis toute bouffie, j'ai mal au sein, etc. Donc ça c'est l'hyperœstrogénie, clairement, avec peut-être simplement la perte de progestérone qui fait ça. Et puis je peux alterner avec des cycles où là c'est plus du tout l'hyperœstrogénie, c'est l'hypoœstrogénie. Donc là j'ai pas d'énergie, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas envie d'aller au sport, je suis toute la peau toute sèche, des petites ridules au niveau de la lèvre, là on appelle ça le code barre, là ça va vous parler si vous l'avez. Ça c'est l'hypoœstrogénie. Et en fait, super surprise, on n'est pas obligé d'être l'un ou l'autre, on peut alterner de l'un à l'autre, parce qu'il y a des cycles où les ovaires sont plus ou moins résistants, plus ou moins réceptifs. Ça fait partie de la transition. Donc ça veut dire que nous, les solutions qu'on peut vous proposer, il y a des solutions globales, ce que je viens de dire, immunité, inflammation, sommeil, blabla, parce que ça va tempérer le terrain. Mais ensuite, les solutions clés en main de dire augmenter la progestérone ou abaisser les œstrogènes ou augmenter les œstrogènes. Je ne parle pas de supplémentation hormonale, je parle par exemple de plantes qui modulent l'imprégnation hormonale.
Eh ben, on peut vous les donner, les tuyaux. On va pas vous les donner maintenant. Mais si on vous les donne en consultation, ça sous-entend que vous sachiez à quel moment le dégainer. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu au contact de ce qu'on ressent et de se dire, bah, mon cycle là, il est comment, ça ressemble à quoi en ce moment. Donc je te rejoins. On peut pas faire une stratégie au jour le jour parce que c'est trop compliqué. Il faut faire des stratégies globales et il faut apprendre à dézoomer un peu et dire, tiens, ces dernières semaines, je me sens un peu comme ça. C'est peut-être en lien avec le voyage, le virus, le bac français de mon fils. Là, toutes mes copines, elles me disent ça. Ah, je suis super stressée parce que mon fils, il passe le bac. On dirait que c'est elle qui passe le bac. Bah, y a des phénomènes comme ça. On peut essayer d'aller tempérer et observer la relation que ça a avec notre système hormonal, euh, en étant un peu connecté avec soi et en mettant en place des stratégies qui peuvent être variables. Voilà, c'est quand même la réalité de la préménopause. C'est En variable. fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que cette période-là, elle est très aléatoire et fluctuante. Et c'est ça qui est en fait un peu désarçonnant pour une femme, c'est qu'on vit pas quelque chose de lisse comme, entre guillemets, l'après, on va plutôt dire ça, comme la ménopause. Et l'avant, déjà, il est déjà fluctuant, mais en fait, avec des choses très positives, puisqu'on a toutes nos forces de notre côté, puisqu'on a ce pouvoir d'ovulation plus facile. C'est juste que, du coup, ben, sur la phase qui est là, des dizaines d'années dont tu parles, c'est qu'il y a des choses qui sont fluctuantes, comme tu dis, de par de l'estrogène ou de par la qualité ovulatoire ou un peu ben, un mix voilà, qui montre que ben, ça crée des déséquilibres et il faut l'analyser. Et donc, comme tu dis, il faut des outils pour prendre le recul, se dire dans quel scope je me trouve et qu'est-ce que je peux faire pour opérer et avoir moins de symptômes. Mais déjà, ce qu'on peut dire et ce qu'on a dit là tout à l'heure, c'est que ben, dans cette phase-là, on est les qualités pour pouvoir moins subir et justement ne pas rentrer dans ces cases de femmes qui en rigolent sur les réseaux sociaux, qui en font et qui expliquent qu'elles ont énormément de symptômes, qu'elles sont plus elles-mêmes, etc. En fait, il faut se reposséder et il faut déjà, il faut s'étudier, dézoomer, après avoir des logiques qui sont très, très actionnables. Ça, eh ben, il faut se faire accompagner, par exemple. Et après, c'est déjà de créer une routine. Des routines sur des axes très simples. Déjà, c'est un axe qui est déjà aussi de préparer sa ménopause, de bien manger, de manger équilibré, de s'écarter déjà des perturbateurs endocriniens qui viennent accentuer la problématique, et donc cette problématique œstrogénique. Après, c'est de savoir comment j'aménage cet axe du stress, qui est beaucoup plus sensible, surtout dans des phases fluctuantes, et donc de ne pas tomber dans des changements de psychologie humaine et d'être une femme dragon, une femme amoureuse, une femme... Voilà, il faut aussi qu'on puisse un moment être plus dans l'étude de ça et de savoir comment on arrive à mieux à s'appréhender nous-mêmes et aussi de l'expliquer à notre entourage à des moments. Mais c'est surtout de se dire, ouais, faut pas tomber dans les caricatures qu'on nous amène parce qu'en fait, ça montre qu'on est symptomatique en fait dans ces moments-là. Oui. Et donc, c'est de pouvoir aménager son stress un maximum et qu'il l'est par la nourriture. C'est un stress physiologique de sous-manger. C'est un stress physiologique de s'entraîner trop ou mal, de faire du cardio à tout va. Et c'est un stress physiologique de ne pas prendre du recul sur sa vie et du stress qu'on vit tous les jours. Ou c'est un stress aussi, c'est un stress de boire des cafés toute la journée, par exemple. Voilà, on a plein de petites choses qu'on peut actionner. Et moi, je vous dirais que cette phase-là, en tant que femme, il est de se préparer à un capital musculaire important. Et donc, forcément, on commence déjà à biaiser ses apports protéiques en se disant qu'on va commencer déjà, comme tu le disais, à en apporter un petit peu plus. On va aussi se dire que peut-être on va manger à hauteur de pouvoir nourrir son corps, mais pas de nourrir sa masse grasse. Voilà, ça va être ça en fait notre limite. Maintenant, c'est à nous de la trouver individuellement. Là encore, c'est aussi de vous faire accompagner si vous avez du mal à la trouver. Et forcément, il faut trouver ce point de chute en fait chez une femme. Et il change à ce moment-là. Il faut se retrouver là-dedans aussi. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de manger des glucides, par exemple. C'est totalement faux. Et donc, il faut, parce que ça créerait ce stress qu'on accentuerait et on tomberait dans cette mauvaise soupe. Et après, c'est de se dire, comment est-ce que je m'entraîne de manière plus pertinente pour créer de la masse maigre, donc plutôt de la masse musculaire dans ce cas, pour pouvoir anticiper ce qui se passe à la ménopause. Parce qu'à la ménopause, on rentre dans un système qui est du coup différent. Forcément, on est plus dans une phase de vieillissement puisque là, on commence à avoir un aplat de nos hormones, et tu vas nous l'expliquer. Mais c'est aussi de se dire, il y a un changement qui va s'opérer par notre changement hormonal chez la femme. On parle beaucoup aujourd'hui des études récentes qui montrent que les femmes ne changent pas de métabolisme à la ménopause.
Il faut montrer aussi que ces études, il y a énormément de biais et qu'en fait, le repère, il n'est pas forcément bon. Et en fait, on prend des critères qui sont la masse de la femme, pas forcément sa masse maigre, sa masse grasse. Et en fait, on dit, ben voilà, équivalent, ça ne change pas. Il y a plein de paramètres qui changent chez la femme qui vont impacter la masse maigre et la masse grasse de la femme, qui font que forcément, on va changer de corps. Et c'est ça qu'il faut appréhender en fait dans le temps. Et donc, je te laisse la parole pour toutes les explications qui en suivent. C'est vrai que dans l'idéal, on prépare pendant la phase fertile et la préménopause la meilleure condition possible pour le moment où on passe. À un moment donné, c'est vrai que c'est un passage, une fois pour toutes. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand on est ménopausé, c'est une transition. Les ovaires ne fonctionnent plus, c'est la retraite. Voilà, ils sont toujours là, mais ils reçoivent plus, ne répondent plus à la commande du cerveau, donc on devient infertile. Et là, je voudrais juste aussi dire un mot, c'est du retour de consultation. Plein de femmes qui ne savent pas si elles sont ménopausées, oui ou non. Parce que donc, la définition en médecine, c'est absence de règles depuis plus de 12 mois, mais ça sous-entend, si tu es sous un contraceptif qui fait des saignements artificiels, tu ne sais pas si tu as des règles ou pas de règles, en fait, voilà. Ou un contraceptif qui empêche de saigner, type pilule progestative ou DU progestatif seul. Des femmes qui disent, mais moi, je saigne plus depuis l'âge de 36 ans, donc de toute façon, je ne sais pas si j'ai une aménorrhée contraceptive ou la ménopause. Donc du coup, pour moi, c'est pas un bon facteur. Et à côté de ça, aussi des femmes qui vont avoir une transition qui dure longtemps et où sur plusieurs années, elles continuent d'avoir des cycles mais très perturbés. Donc elles ont des règles 2 fois dans l'année. Ça, c'est pas fonctionnel du tout. Donc votre équilibre œstroprogestéronique, quand vous saignez 2 fois par an, 3 fois par an, il est pas bon, c'est pas possible. On peut pas avoir une imprégnation équilibrée. Mais par contre, le médecin, il vous dit, ah bah non. Donc à chaque fois que tu saignes, tu dis, putain, j'en ai repris pour 12 mois, quoi, avant de pouvoir enfin être catalogué. Donc, c'est la définition comme ça, mais elle laisse quand même pas mal de flou et pas mal de femmes qui sont en souffrance et en incompréhension. Donc bon, voilà, il y a quand même de la théorie. À un moment donné, on est ménopausé quand l'ovaire ne répond plus. Donc, on peut repérer aussi une FSH très élevée. Si vous avez ça, il faut voir ça avec votre médecin. Un dosage d'FSH, ça peut dire où est-ce qu'on en est quand même et savoir, je le dis encore une fois pour toutes, quand on est ménopausé, c'est pour toute la vie. Il n'y a pas « je t'ai ménopausée, je suis plus ménopausée », ça n'existe pas, ça. Quand on est ménopausée, la vraie définition, mais parce qu'on entend ça pour des femmes qui ont des aménorrhées en fait, en fin de vie fertile et qui peuvent retrouver, qui n'étaient pas ménopausées en fait, mais qui vont retrouver des cycles, elles disaient « j'étais ménopausée, je ne le suis plus ». Non, la ménopause, c'est autour de 50 ans, mais il y a des femmes qui l'ont plus tôt, d'autres bien plus tard. C'est vraiment un phénomène de résistance ovarienne extrême qui ne répond plus. Donc, on peut vraiment le voir au niveau de la FSH. Et donc, quand on passe de l'autre côté, on va se retrouver à avoir des hormones ovariennes qui sont à 0. Donc, on a encore une petite imprégnation œstrogénique, ça dépend des femmes, par des mécanismes un peu de compensation, via le tissu adipeux, entre autres. Il y a des petites choses, mais en tout cas, en termes de taux, on est beaucoup plus bas. Et puis surtout, il n'y a plus de fluctuation, puisqu'il n'y a plus de cycle. Donc, ça peut être vu comme quelque chose de positif pour les femmes qui ont très mal vécu leur cycle dans leur vie fertile. Parfois, je l'entends. C'est une réalité. On devient un fonctionnement plus linéaire, un peu plus comme les hommes. Voilà, on va pas se mentir. C'est la physiologie, oui. L'être humain a développé, enfin la race humaine a développé une portion de vie non négligeable. Aujourd'hui, c'est 1/3 à 50% de la durée de vie d'une femme qu'on va faire ménopauser, vu l'espérance de vie actuelle. On parle de vieillissement, donc c'est une vraie question. Aujourd'hui, quand vous passez la ménopause, vous savez que vous avez encore 1/3 ou jusqu'à la moitié de votre vie à vivre. Donc, si l'humanité a gardé ce processus-là, c'est qu'il y a un intérêt évolutionniste à avoir fait ménopauser les femmes. Donc, il y a des études, c'est intéressant d'ailleurs, des études plutôt sur la sociologie qui montrent que nous sommes la seule espèce avec les baleines de mammifères à avoir une phase de ménopause. On en pense ce qu'on en veut, mais a priori, c'est qu'il y aurait aussi un avantage évolutif par rapport à la sociologie des groupes et d'avoir des femelles, entre guillemets, qui ont un rôle autre qu'un rôle reproductif. Donc ça, c'est quand même plutôt valorisant. Ça veut dire qu'une femme ménopausée, son rôle dans la société humaine, c'est autre chose que la reproduction. Elle est peu censée être que
que disponible pour ça. Elle est là pour transmettre, par exemple, de la connaissance, s'occuper des enfants plus jeunes avec un autre rôle que celui de la maternité. Donc on peut le transposer ça sur des plans un peu philosophiques et tout, c'est intéressant. Mais sur le plan hormonal, ça n'empêche qu'on est quand même moins imprégné par nos hormones sexuelles. Je rappelle que la DHEA à côté baisse aussi un peu. Donc globalement, l'anabolisme est impacté. C'est plus difficile de faire du muscle. Avec la perte d'œstrogène, on a une perte de qualité de la peau, donc je veux dire, ça se voit, quoi, en un vieillissement cutané du visage, même du corps aussi. Souvent une perte de libido, une perte de qualité des muqueuses, donc il peut y avoir des symptômes qui sont gênants au niveau de la vie sexuelle des femmes, et c'est quand même pas négligeable, c'est pas juste un détail. Et puis une perte de qualité osseuse aussi, donc ça c'est un vrai sujet dont on parle aujourd'hui, de si on peut l'anticiper, fabriquer de la masse musculaire et avoir un type d'entraînement contre résistance et avec entre guillemets des chocs sur le squelette, ça permet d'anticiper la perte qui de toute façon arrivera après. Donc je le dis en un quart de seconde parce que c'est pas mon sujet, je suis pas légitime d'en parler, mais il y a quand même la question du traitement hormonal substitutif de la ménopause qui est une question médicale, donc je n'y vais pas. Ce sont des médecins qui font ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on entend a un petit peu changé, puisque depuis l'année dernière, il y a eu un changement dans la considération de ces traitements, puisqu'on a pu mettre en évidence que l'étude qui prévalait sur cette croyance médicale depuis très longtemps et qui disait que ces traitements pouvaient être cancérigènes, on a démontré que cette étude était biaisée et donc ça pouvait être parfaitement safe, ça peut être très bien fait. Maintenant, c'est des questions à considérer individuellement et avec son médecin, mais essayer d'avoir la conversation avec un médecin qui soit formé à la connaissance moderne de cette question, parce qu'il y a quand même différentes manières de faire. Il faut, si on fait de la substitution hormonale après la ménopause, c'est antiphysiologique, oui, puisque on est prévu pour être ménopausé. Maintenant, l'humanité n'était peut-être pas prévue pour vivre aussi longtemps, et nous, les femmes, on a envie de vivre dans des bonnes qualités, une bonne qualité de vie, aussi bien au niveau de notre performance voilà, sportive, intellectuelle, cognitive, sexuelle, tout ce qu'on veut. Ça, c'est une réalité sociologique. Donc, il y a une possibilité de pouvoir être substitué et avoir une imprégnation hormonale exogène, mais il faut bien le faire. Donc il faut connaître un peu les règles, prendre des hormones bioidentiques, être avec un praticien qui sait faire les dosages, qui sait vous prescrire la bonne dose, surveiller comment vous le supportez sur le plan clinique et biologique. Donc ça se fait, ça peut être très encourageant, mais il faut le faire correctement. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur ce sujet. Après, on a des petites stratégies autres. Moi, sur la phytothérapie, tout ce qui va être la phyto-hormonale, hein, le soja, le lin, la sauge et compagnie, j'ai des connaissances, ça m'arrive de les utiliser pour certaines choses, mais pas après la ménopause. C'est pas une substitution de prendre des plantes, parce que c'est pas la même molécule que la vraie molécule hormonale. Donc on sait pas ce qu'on fait. On va pas s'amuser à faire 40 ans de substitution par la sauge. Moi, je suis désolée, mais ça, j'ai été formée comme ça et je suis d'accord avec ça. Quand on peut pas faire de tracking biologique derrière, c'est pas une stratégie valide sur le long terme. Donc je ferai pas ça. Par contre, on a aussi des stratégies non hormonales sur des choses spécifiques, hein, comme par exemple le cognitif, l'humeur, la qualité de sommeil, les articulations, on en parlait un petit peu avant, ces douleurs articulaires par exemple qui peuvent impacter des femmes après la ménopause ou des femmes qui malheureusement ont des traitements anti-hormonaux post-cancer, même assez jeunes, et on sait bien que la privation hormonale va avoir un effet sur la peau, sur les articulations, sur les douleurs inflammatoires, sur le digestif, sur le cognitif, sur le sommeil. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Mais là, pour le coup, on a des stratégies. Parfois, on veut pas aller sur des stratégies hormonales. Nous, on peut pas, on n'est pas médecin. Et il y a des femmes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas pour des conditions de contre-indication. Il y a des choses, hein, je te laisserai parler un instant du collagène, parce que tu as des choses intéressantes à dire. Je peux citer juste l'actéa grappe, hein, c'est une plante qui va réguler les centres de thermorégulation par des biais non hormonaux, donc ça, sachez-le, même si vous avez peur d'utiliser des choses hormonales et vous avez des bouffées de chaleur autour de la ménopause, on peut utiliser l'actéa grappe. Moi, j'adore les endocannabinoïdes, donc OEA, PEA, qui ont vraiment des intérêts multiples sur le cerveau, sur l'histamine, donc des manifestations inflammatoires disséminées dans le corps, mais aussi au niveau cérébral, cognitif, maux de tête, brouillard mental, tout ça, c'est absolument génial. L'OEA, tous les gens qui ont essayé sont
enfin autour de moi, adorent, moi j'adore, des huiles dans l'assiette. On a parlé des oméga 3, mais on peut aussi utiliser certains types d'oméga 6 qui sont dans l'huile de bourrage, par exemple. C'est connu, mais c'est intéressant. L'huile de bourrage, elle a un tropisme pour la peau et un petit truc d'équilibration hormonale, mais indirect. Donc, c'est des choses faciles à utiliser dans une assiette où on a dit que de toute façon qu'il faut revoir. Quand on a 20 ans, on peut manger beaucoup de glucides, se coucher tard, faire n'importe quoi. On a plein de mécanismes de régulation. Clairement, quand on vieillit, si on doit dire un seul truc, quand on vieillit, on perd notre tolérance, on perd nos mécanismes de régulation. Donc, on doit se faire du bien se traiter en étant un peu plus exigeante sur avec qui on est. Franchement, pour moi, une source de stress, c'est ça. En fait, virer les gens qui vous font pas du bien dans votre vie. Comment on s'aligne, comment on s'entraîne, comment on mange, comment on dort. Voilà. On doit être plus exigeante, mais moi, je le vois comme un truc hyper positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives à un âge où, rien à foutre, je me fais pas ça en premier et je me traite bien. Voilà. Et ben, tu sais, je fais un petit parallèle et je fais une petite pub pour Claire Aujar, qui est du coup une praticienne qu'on connaît bien et qui s'est formée aussi à la micronutrition. Et récemment, je l'ai eu en entretien puisqu'on suivait quelqu'un qui avait un problème de TCA. Et donc, on a fait l'appel ensemble. Et ce qui est fou, c'est que, en gros, je pense que cette période où on essaye, et elle aime bien faire la dissociation mentale-corps. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je me dis, encore plus qu'avant, la période où on est en préménopause, il faut vraiment dissocier le mental du corps. Parce que le mental, il va vraiment pousser à la maltraitance en disant non, t'es trop grosse. En fait, il va absorber tous les messages qui sont périphériques et qui ont un petit peu, qui nous emprisonnent en disant tu t'es fatigué, pourquoi t'es comme ça de mauvaise humeur, en fait. Et en fait, du coup, on a toute une prise en compte du mental qui va dire attends, je vais me maltraiter, quoi. Ok, je vais moins manger. Ok, je vais avoir un discours négatif. Et puis, en fait, tout ça va empirer. Puis, ce qui fait qu'en fait, on dort encore moins bien parce qu'on cogite, etc. Et en fait, du coup, quand on est dans ces périodes, on est déjà fluctuante un petit peu plus. Donc, on a cette emprise du mental. C'est un petit peu comme si et moi, j'ai fait ce rapport-là. Donc, on coupe les besoins du corps. Par exemple, comme je disais, moi, pourquoi je me maltraite à aller boire du café directement en me levant, alors que déjà, je suis super stressée, quoi. Voilà. Et en fait, il faut que je fasse attention à mon corps. Je me force à aller m'entraîner parce que je sais que ça me fait du bien. Mais ma tête, elle n'a pas envie. Ma tête, elle veut juste travailler, abattre tout le travail qu'il y a à faire pour me délester, parce que c'est ça qui soulage mon mental. Mais en fait, ça ne soulage pas mon corps. Et du coup, à ce moment-là, il faut se dissocier. Et c'est comme si dans notre tête, on avait une personne qui était un vrai pervers narcissique, qui vivait avec nous. Il faut le jeter, hein, ce mec-là, ce pervers narcissique qui vit, qui paye un loyer dans notre tête à ce moment-là. Il faut le jeter. Il faut juste avoir quelqu'un de sain qui prend en compte la relation qu'on a à notre corps en disant sois sereine, c'est normal ce que tu vis, comment est-ce que tu peux faire mieux, quel est le temps pour que tu puisses faire mieux, est-ce que tu peux t'aménager pour pouvoir prendre plus le soin de toi, quoi, en fait. Et de pouvoir dire, attends, arrête de débrancher, prends peut-être ça, prends un peu plus de plantes, peut-être mange un peu moins de sucre, etc. Mais de manière saine, plutôt que dire, j'arrête de manger, d'accord, je grossis, j'arrête de manger. Ok. Oui, je vais faire du sport, ok, je vais me faire 100 bornes par semaine. En fait, tout ça, là, il faut arrêter d'aller dans les excès et se faire maîtriser par ce pervers narcissique qui peut venir dans notre tête et de le jeter à la porte pour vivre en harmonie et écouter les signaux du corps. Il faut se débrancher, se dissocier et à un moment donné se réancrer, c'est ce qu'elle dit, se dire voilà, il y a le corps, de temps en temps, je peux me toucher un petit peu, me dire attends, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, qu'est-ce qui se passe pour que en fait, on puisse reprendre possession et qu'on prenne les bonnes décisions. Et c'est d'autant plus important en périménopause et après en ménopause. Ça, c'est sur le plan psychologique et pour moi, ça change tout, vraiment, de pouvoir être dans cette transition-là en me disant attends, je fais les choses pour mon corps, je fais plus les choses pour ma tête parce qu'aujourd'hui, ça devient la balance, elle switch de ce côté-là, en fait. Et après, tu parlais des compléments en ménopause et tu parlais par exemple du collagène. Je le disais, hein, on a eu cette discussion juste avant, en ménopause ou dans les traitements, par exemple anti-aromatase, on a des vrais effets qui sont flagrants, par exemple dans certaines prises de compléments alimentaires comme le collagène, que vous pouvez trouver chez Olionid aussi. Mais du coup, mais en vrai, dans ces moments-là,
ces petits moyens qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas d'impact quand on a 30 ans ou quoi, ont un impact drastique dans notre qualité de vie par la suite. Il faut les utiliser, c'est des vraies armes qui prennent soin de notre corps. Et on arrête de dire le mental qui dit ça sert à rien, etc. Non, non, ça marche. C'est prendre des plantes, je sais pas, il y a des plantes adaptogènes qui marchent bien, qui régulent le stress. C'est pas quelque chose qui est faux, ça fonctionne. Et dans ces cas-là, en fait, oui, il y a des prises. Les douleurs articulaires sont vraies, elles sont liées à ces déclins hormonaux. Donc en fait, il faut trouver des moyens pour mieux le vivre, plutôt que dire, voilà, c'est d'avoir une vision pessimiste en disant, ben voilà, mort pour mort, j'ai mal aux articulations, je vais rester dans le canapé. Il faut faire l'inverse. Parce qu'en ménopause, c'est ce qu'on montre, c'est que forcément, on change de métabolisme, mais parce qu'aussi, on change d'activité. On devient moins active, on change de comportement. Et c'est normal, puisque tu l'as expliqué. Les hormones, elles agissent sur le comportement. Et donc, on devient beaucoup plus sédentaire. Alors qu'en fait, on doit faire tout l'inverse. C'est justement se réentraîner, bouger, faire tes pas. Voilà, par exemple, un minimum. Manger de manière saine, s'écouter, traiter correctement son corps, ne pas laisser son mental prendre le dessus. Je parle beaucoup du mental parce que les sportives ou celles qui ont l'habitude, elles agissent qu'au mental. En fait, même le sport de haut niveau, c'est une histoire de maltraitance. Hein, on ne va pas se mentir. Et donc, du coup, on se fait violence tout le temps. On s'entraîne en se faisant violence, on pousse nos limites. Donc, en fait, même les femmes qui arrivent dans ces périodes-là, elles doivent plus faire violence, en fait. C'est l'inverse qu'elles doivent prendre comme contre-pied. Elles doivent justement se traiter correctement en prenant son corps en compte. Voilà. Je pense que c'est très féminin, hein, ce que tu dis. Et bon, pour conclure, parce qu'on a comme d'habitude parlé beaucoup trop longtemps, c'est la question, c'est de sortir un peu de cette posture dans laquelle on nous met, parce qu'on est une société, voilà, de consommation et patriarcale, et qui est basée sur plein de valorisations que moi je valide pas du tout, mais ça c'est mon avis. Nous, ce qu'on veut en fait, à travers ce qu'on propose, c'est expliquer aussi que on n'a pas à subir, en fait. On a le droit de s'accorder de la valeur à ce qu'on ressent, à ce qu'on pense, à comment on se sent au quotidien. Et donc, on a le droit de bien se traiter. Et bien se traiter, c'est pas forcément de la charge mentale supplémentaire en disant je vais compter, mais elle m'a dit de compter les calories, les protéines, et puis je dois prendre ça, et je dois prendre ça, et après tu deviens dingue. Au contraire, c'est de le prendre d'un autre plan et de dire je cherche de l'information et je cherche à me faire entourer par des gens qui me redonnent le pouvoir sur ma santé, en me permettant de comprendre ce qui m'arrive et de comprendre ce qui me correspond à moi, pour que je fonctionne bien, parce que je le mérite, et parce que tout ce que nous, les femmes, quand même, on porte beaucoup de choses dans la société sur nos épaules, nous, nos entreprises, nos enfants, nos plein de projets. Clairement, si on va bien, ça va se répercuter en positif sur les autres, et même sur les hommes qui nous entourent. On vous embrasse, on vous adore. Et oui, on pourra encore mieux vivre avec eux, parce que, en fait, forcément, on a aussi un impact de nos hormones sur notre relation avec notre conjoint. Ça Par exemple. Voilà, donc ça fait partie des autres symptômes. Donc voilà, en tout cas, je pense que ça nous laisse encore plein de discussions. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, ou si vous voulez en savoir plus, par exemple, aussi sur ces symptômes qui peuvent changer. Peut-être qu'on pourrait même faire carrément un live un jour où on peut avoir toutes ces femmes qui se posent des questions, et puis donner beaucoup plus d'éclaircissement et peut-être des solutions plus concrètes. Mais en tout cas, c'est pas le lieu de ce podcast, en tout cas. Et voilà. Rendez-vous au prochain épisode. Mais oui, avec plaisir. Toujours. Merci Elsa. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines. Ouais. Bon, cool. Merci à tous et n'hésitez pas à commenter. Et à dans 2 semaines. À bientôt.